Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission littéraire du mois de mai. Nous nous trouvons aujourd'hui dans un lieu mythique de Brest, le Comédia, qui vient de rouvrir ses portes pour une nouvelle vie, celle d'une galerie d'art. Dans ce lieu d'exception, jusqu'au 29 juin, vous pouvez découvrir les œuvres de 4 sculpteurs, Marc Piano, Vincent de Montpezat, Martine Kerbaol et Jean-Bernard Susperegui, ainsi que les toiles de François-Augustin Guil, dit Archie Guil, peintre de l'abstraction lyrique, qui dans les années 50 a créé son propre mouvement pictural, celui de la transfiguration. Lors de cette émission, Pauline nous emmènera aux 4 coins de la France et du monde grâce à une sélection de livres du rayon voyage. Nous rencontrerons également Joseph Pontus, Emmanuel Lepage et Yvon Lemaine, qui nous livrent 2 superbes ouvrages portés par une prose poétique moderne et réjouissante. C'est l'histoire d'un ouvrier intérimaire qui embauche dans les conserveries de poissons et les abattoirs bretons. Jour après jour, il nous raconte la répétition de ses gestes, le bruit, la fatigue, le rythme incessant de la chaîne. Mais ce qui le sauve, c'est la littérature, de grands auteurs qui l'ont forgé et dont les mots l'accompagnent tout au long de ses longues nuits de travail. Cette histoire, c'est celle de Joseph Pontus. Il nous la raconte dans son superbe premier roman, À la ligne, paru aux éditions de la Table Ronde et qui a reçu le Grand Prix RTL Lire. Et nous avons eu le grand plaisir de l'accueillir à la librairie. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution, non. L'usine, c'est pour le sou. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Joseph Pontus, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors nous venons de vous entendre lire les premières lignes de votre roman À la ligne, feuillet d'usine, paru en janvier aux éditions de la Table Ronde. Ce livre, vous l'avez écrit suite à votre propre expérience d'ouvrier intérimaire dans l'agroalimentaire en Bretagne pendant 2 ans, car vous ne trouviez pas de travail dans votre branche, à savoir le travail social. Et vous nous y livrez un superbe texte en prose poétique qui raconte le quotidien difficile de la vie à l'usine, les corps qui s'épuisent, la précarité, le travail machinal, les horaires délirants, mais le tout en extrayant une paradoxale beauté. Alors, ce qui frappe avant tout dans ce livre, c'est bien sûr sa forme, une sublime prose poétique sans ponctuation, avec des retours à la ligne. Comment ce rythme particulier de l'écriture s'est-il imposé à vous ? Ça s'est passé super rapidement en fait, parce qu'en fait le flot de la chaîne il est inexorable, il va à la minute et il ne s'arrête jamais. Si j'avais dû écrire en reproduisant le flot de la chaîne, j'aurais écrit des vers réguliers. J'aurais écrit des alexandrins par exemple, ou des décasyllabes. Mais dans la tête de chaque ouvrier, je crois qu'il y a une façon de vouloir remodeler cette chaîne-là et de vouloir s'approprier ce temps-là. Et c'est pour ça que les vers sont irréguliers et que ça devient du vers libre. Et effectivement, l'agroalimentaire en Bretagne, c'est le premier secteur qu'embauche quand on n'a pas de boulot. Et j'ai tout quitté pour rejoindre mon épouse, qui habitait à Lorient. Et à bientôt 40 ans, je n'ai pas trouvé de travail, et donc j'ai tapé à la porte des agences intérim. Et on m'a dit, tu commences demain aux crevettes. Et je me suis pris les usines en pleine gueule, et j'ai ressenti très vite le besoin de consigner et d'écrire ce qui m'arrivait, en pensant que ça ne durerait pas longtemps, et qu'au moins j'aurais des souvenirs pour la suite. Et ça a duré 2 ans et demi. Et j'écrivais tous les soirs. Alors, lorsque l'on plonge à travers vos mots dans le quotidien de l'usine, on en découvre le rythme. Et la première voie pour se libérer de ce rythme, c'est la maîtrise du geste. Parce que quand on maîtrise le geste, on peut s'échapper par la pensée, on peut s'échapper en chantant, du traîner par exemple, ou en se remémorant de grands textes de la littérature. Qui sont-ils alors, ces grands auteurs qui vous permettent de redonner de la matière au temps ? Quand on arrive sur un nouveau poste de travail, on ne maîtrise pas le geste. Et donc, quand on ne maîtrise pas le geste, on pense au geste qu'on doit accomplir. Et tant qu'on pense au geste qu'on doit accomplir, on pense au geste et on ne pense pas à autre chose. Et c'est seulement à partir du moment où le geste devient efficace qu'on peut se libérer de l'espace de pensée. Et à partir de ce moment-là, moi, j'en arrivais à pouvoir rêvasser pour faire en sorte, non pas que le temps passe plus vite, mais que j'ai l'impression que le temps passe plus vite, ce qui est complètement différent. Parce que de toute façon, le temps à l'usine, il ne passe pas. De pouvoir rêver, oui, à des grands textes, à des grands chanteurs. Donc c'était effectivement Trenet, Brel, Barbara, Apollinaire, Dumas. Et c'est une littérature qui sauve de cette façon, puisqu'elle donne du sens. Parce qu'à partir du moment où on pense à des textes, le temps passe plus vite. Et donc quand le temps passe plus vite, on est complètement sauvé.
et m'imaginer comme un mousquetaire avec mon couteau, alors que j'avais pas d'épée et que j'avais pas les gardes du Richelieu en face de moi, mais je croyais que les carcasses de vaches étaient les gardes du cardinal de Richelieu. Ouais, j'ai passé des heures et des heures à m'inventer une vie de mousquetaire. C'est-à-dire que l'usine est une telle épreuve de dureté, de difficulté physique, mais surtout mentale, que moi, il fallait que je me raccroche à ce que j'avais de plus cher au monde, à savoir la littérature. Mais le principal, c'était de pouvoir trouver la force de retourner au boulot chaque matin, de trouver un sens à ce qui en est complètement dépourvu. L'un est poète, l'autre dessinateur. Tous deux aiment écouter et s'inspirent du réel pour dire et raconter. Ensemble, après avoir tendu l'oreille dans le quartier dit difficile de Maurepas, à Rennes, ils se sont intéressés à une autre périphérie, celle de ces lieux, en Bretagne, que les quatre voies traversent sans s'arrêter. Retrouvons tout de suite Yvon Lemaine et Emmanuel Lepage au micro de Carole. Emmanuel Lepage, bonjour. Yvon Lemaine, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ce dialogue littéraire. Je vous reçois pour présenter votre dernière collaboration, Aux Marches de Bretagne, paru en février aux éditions Dialogue, dans la collection La Petite Carrée. Un recueil de poésie sociale, fruit d'une résidence dans le territoire du Couesnon, Marche de Bretagne, en Haute-Bretagne, entre Fougères et Avranches, pendant laquelle vous vous êtes mêlé aux habitants dans le but de restituer leur quotidien, leurs préoccupations et les paysages qui les entourent, rendus notamment par vos dessins, Emmanuel Lepage, des aquarelles. Alors en quoi ce texte peut-il être qualifié de poésie populaire ? Alors poésie c'est sûr, populaire je ne sais pas quand même, parce que sinon qu'il parle du peuple, mais le peuple c'est autant, c'est moi, c'est l'autre, c'est une façon de... Hugo disait le peuple la foule est l'ennemi du peuple, donc je suis du côté du peuple, pas du côté de la foule, parce que la foule peut faire beaucoup de dégâts. Mais le peuple moi j'espère être fidèle à l'enfance d'où je viens, c'est-à-dire, moi je suis né à la campagne, dans le plus petit village qui soit. C'est des paysans, des ouvriers agricoles, etc., des cantonniers comme mon père, etc. Donc c'est ces gens-là que j'ai retrouvés. Donc c'est de ce point de vue-là, oui, c'est populaire, mais après, dans l'autre sens, est-ce que beaucoup de gens vont le lire? J'en sais rien. Et c'est un poème, effectivement, parce que c'est un poème, un long poème, très long, 200 pages, narratif, mais qui peut se lire comme un roman, mais au lieu de se lire de gauche à droite, il se lit de haut en bas. Alors Emmanuel Lepage, vos dessins apportent une lumière au tableau décrit par Yvon Lemaine, comme une fenêtre ouverte sur les conversations alentour. Quel contact a opéré entre vous et ce territoire ou ces gens ? Je pense que c'était d'abord un peu, comment dirais-je, une surprise, parce que je connaissais peu ou pas ce coin de Bretagne. Et donc j'y suis allé à l'invitation d'Yvon, qui, avec les amis qui s'étaient fait sur place, petit à petit, m'a fait découvrir en fait cette région. En plus à différentes saisons, avec différentes lumières également. Et j'y étais sensible et également surpris à la fois par la beauté en fait des lieux, puis parfois une certaine magie, un mystère qui s'en dégage. Alors, avec Aux Marches de Bretagne, vous poursuivez donc un travail d'écriture et d'illustration commencé avec Les Rumeurs de Babel, votre précédente collaboration dans cette même collection. C'était la périphérie urbaine directe dans Les Rumeurs de Babel. Il s'agit ici d'une périphérie rurale, plus éloignée. Qu'est-ce qui résonne, selon vous, dans ce paysage au terme du temps de parole que vous avez partagé entre vous et avec les habitants? Je dis que nulle part n'existe pas. Quand on dit qu'on va dans un... Les gens, on passe trop vite, partout dans la vie d'ailleurs, en général, on ne s'arrête pas. Quand on s'arrête, je pense n'importe où. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là. N'importe où, on découvre un infini de gens, de femmes, d'hommes, d'enfants, de paysages. Et partout peut être le centre. On peut déplacer les centres et dire à partir de là, je regarde le monde, quoi. Or, actuellement, on recentre beaucoup, je trouve, en ce moment. On donne par le pouvoir, par l'argent qu'on accorde à des gens, etc. Et c'est important de décentrer pour rééquilibrer toujours le centre et la périphérie. Et moi, je suis quelqu'un, de ce point de vue-là, périphérique. Donc moi je suis de la périphérie parce que c'est souvent là que sont les injustices, que c'est là que les gens ne sont pas écoutés, etc. Voilà. Et j'ai découvert des gens qui ont des mondes forcément énormes même parfois. Et puis surtout que dans cette périphérie-là sont passées d'autres personnes que tout le monde connaît. Chateaubriand, Balzac,
Paul Féval, Victor Hugo, etc., quoi. De retour à la librairie, nous voici prêts à partir pour un tour du monde en compagnie de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Laurence. Alors, je crois que tu nous as prévu une première escale sur les rives du Mississippi. Tout à fait. Je vais vous présenter le livre de Richard Grant, Les poissons-chats du Mississippi, paru aux éditions Hubuck. Richard Grant est un voyageur aguerri qui, en 2012, en compagnie de sa femme, décide de quitter New York où ils étouffent pour s'installer au cœur du delta du Mississippi. Là, la vie est radicalement différente pour eux. La précarité, le crime, les faits divers un peu glauques, les tensions raciales. Il est aussi profondément marqué par la beauté des paysages du Mississippi et par l'accueil chaleureux de ses habitants. C'est un voyage intense, très instructif pour lui et pour nous aussi, lecteurs. Merci beaucoup. Alors je crois qu'à présent il est temps d'enfourcher une moto à la découverte des plus belles routes du monde. Il s'agit de Road Trip, les plus beaux itinéraires à moto, paru aux éditions Gestalten. Le livre nous offre 28 circuits à moto, comme la Ho Chi Minh au Vietnam. On voyage également en Australie, aux États-Unis et la France n'est pas oubliée, puisqu'on parle également des Alpes et des Pyrénées. En plus des magnifiques photographies du livre, c'est l'occasion d'avoir de petits récits de voyage, et c'est très très agréable. Et en plus ça donne des envies de voyage. Exactement. Et donc tu nous mènes dans le dernier ouvrage aux côtés d'une sexagénaire, une bikeuse de choc. Oui, voici le livre d'Anne-France d'Hauteville, La vieille qui conduisait des motos, paru chez Payot. C'est la première femme à avoir fait le tour du monde à moto en 1973. Mais dans ce livre, en fait, il y a 15 ans, elle décide de prendre la route pour fêter dignement ses 60 ans, faire le tour de France de ses amis. C'est donc l'occasion de festoyer à chaque fois, mais aussi de nous décrire ses amis, les premières rencontres, les liens qu'elle a tissés. Et puis enfin, c'est l'occasion pour elle d'évoquer le plaisir qu'elle a d'être sur la route seule. J'avais l'impression d'être son compagnon de route et cela m'a fait un bien fou. Eh ben, merci beaucoup Pauline pour ces Laurence. conseils. Cette émission littéraire, géographique et poétique touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'ensemble des interviews d'auteurs, des films de rencontres et des chroniques de libraires sur notre site librairiedialogue.fr ou notre chaîne YouTube Librairie Dialogue. Et quant à moi, je serai ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission le mois prochain. À bientôt.